Bon, alors nous voilà pour la suite des expériences. Et je vous avais dit qu'on reviendrait sur le petit cahier là pour faire nos portes, pour transformer notre porte non et NAND en non tout court. Donc en porte inverseuse. Déjà, regarde, qu'est-ce qu'il nous faut comme porte inverseuse? Il faut qu'en sortie on ait du 0 ou du 1. Ok? Et il faut qu'on bloque une des deux entrées parce qu'on a besoin que d'une seule entrée pour une porte inverseuse. Hein, vous vous souvenez, la porte inverseuse, c'est ça. En sortie, il nous faut un 1 et un 0. Donc, on va chercher dans la non-et là où on a en sortie 1 et 0, comme ça. Et puis ça aussi. Hein, il faut qu'on retrouve ces deux schémas-là. Et ben, si on regarde, c'est ici qu'on a ce schéma-là. Alors, regardons maintenant plus attentivement les deux entrées, comment elles sont. On voit que l'entrée A, dans les deux cas, elle est à 1. Et l'entrée B, elle est à 0 ou à 1. Donc, l'entrée B, c'est celle qui change, et l'entrée A, elle ne change pas. Elle est tout le temps à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour transformer une porte non et en porte non, il suffit en fait de brancher l'entrée A directement à l'alimentation. Avec une résistance, hein, quand même. Donc une résistance de forte valeur, hein. On va taper dans le 100K là, histoire que ça marche. Donc on va faire ça, déjà, hein. On va mettre une des deux entrées à 1 et l'autre on va la laisser avec les entrées changeantes issues de Drink 0 ici. Et puis, c'est la porte non et ici. Alors, il va falloir que je prenne d'autres petits fils. Alors. Donc déjà, il faut l'alimenter. Donc on va prendre du courant ici. Hop là. Toi, tu vas là. Et donc l'alimentation, elle va ici. Hop là. Ensuite, il nous faut la masse. On va prendre du marron. Hop. Parce que j'ai pas de noir là-dedans. Hop, on branche là et ça va là. Hop là. Voilà, donc là, la puce est alimentée. Je sais pas à quoi ça sert ça, mais c'est pas grave. Donc là, on a l'alimentation. Donc ensuite, juste ici, on a une porte avec sa sortie là. Alors, il faut, on avait dit, une résistance de très forte valeur. Donc là-dedans, j'ai du 100K. Ça, c'est du 10. Ça, c'est du 1. Ça, c'est du 10 ohms. 1 méga ohm. C'est un peu overkill. 100K. Hop là, ça fera très bien l'affaire. Hop. Donc, la première entrée, on la met à 1. Hop. Ensuite, il faut relier ce signal-là, Drink 0, au signal, enfin à l'entrée de la porte non et ici. Est-ce que j'ai pas un petit fil souple là-dedans qui ferait l'affaire? Non, j'en ai plus là-dedans, il faut que j'aille chercher dans mon tiroir et j'ai la flemme. Du coup, je vais prendre, tiens, le fil jaune ici, hop. Je le prends là. Hop. Allez, voilà, merci. Et je vais le mettre ici. Là, voilà.
peu le bordel, mais on va s'y faire. Et du coup, il nous faut une nouvelle résistance de 1 kilo pour la protection d'une nouvelle LED jaune. Que l'on va mettre ici. Alors, voilà, elle est dans le bon sens. Hop. Parce que j'ai encore des résistances comme ça, moi, qui traînent quelque part. Parce qu'à force, j'en ai plus, moi. Est-ce que celle-là... Non. Normalement, c'est celle-là. Non. Serait-ce celle-là? Il me reste plus qu'une là-dedans. Marron, noir, rouge. C'est bon. Hop là. Ensuite, ceci. Hop. On avait dit celle-ci. Voilà. Donc si on fait attention, en principe, ces deux-là vont s'allumer, ces deux LED-là vont s'allumer par intermittence. Normalement, tout va bien. Ah, bah, si ça me pète à la figure, on saura pourquoi. Ok, donc celle-ci ne s'allume pas. Ce qui est tout à fait normal en fait. Parce que j'ai oublié de brancher la LED. Boulet que je suis. Et... ah, le câble s'en va. Bon, alors, je vais prendre un petit câble... Est-ce que le violet il irait? Pour le mettre en sortie ici. Ouais, voilà. Bon, allez, on rebranche. Un jour, je ferai une vidéo sans faire de conneries. Et voilà. Et donc, là, on voit que tout fonctionne. Et que donc, j'ai réussi à faire une porte inverseuse avec une porte E. Bon, sauf que vous voyez bien que là, ça réclame 2 puces. On peut optimiser un petit peu quand même. Hein? Donc c'est ce qu'on va faire là, on va optimiser. Et au lieu de faire une porte non et une porte non ou qui fait le travail de tout ça, on va transformer notre porte non ou en porte non. Donc hop. Du coup, bah, on débranche tout ça. La porte non, on n'en a plus besoin. Enfin, la porte non est ici. Hop. La LED jaune, on va la laisser ici ou on va la mettre ailleurs? Je vais la laisser là où elle est, pour le moment. Donc, ensuite, reprenons notre cahier. Maintenant, regardons du côté non ou et regardons si où est-ce qu'on a le même principe que là. Eh ben, on l'a ici, ce même principe. Ok? Donc, on a bien notre 0, notre 1 ici, et ici, 1 et 0. Nickel. Ce coup-ci, c'est la porte A qui est à 0. Hein? Plutôt que d'alimenter la porte A, eh ben, on va la relier à la masse.
Donc on va tester ça. Hop. Alors, relier. On va prendre de ce côté-là. Alors, ok. Je vais avoir besoin de prendre ici. Alors, on va repiquer ici. On va ensuite venir, hop là, faire des spaghettis. La prochaine porte, elle est là. Hop. On va la prendre de l'autre côté. Non, ici on est bien finalement. Hop. Okay. Voilà. On va reprendre un petit fil. Oh non, on va prendre le... non, celui-là ça va pas aller. Est-ce que j'ai... Ah ben j'ai un grand fil noir ici, nickel. Donc le grand fil noir qui va partir de cette broche là, ici, pour rejoindre la masse. Pour être constamment à 0. Et ensuite on va prendre le fil orange là, pour relier la LED à la sortie de la porte non ou. Hop. Ici, qui est maintenant transformée en porte non, tout court. Hop. Est-ce que j'ai bien tout branché? Oui. Eh bien, allons-y. Non, j'ai pas du tout bien branché. Alors, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Qu'est-ce que c'est? Des fois que j'ai fait cette tête mal, je vais aller regarder la documentation technique. Et bien entendu, pour m'emmerder, ils ont décidé d'inverser. Donc ça va rester là. Ça... Alors, la LED va là. Ça va là. Et là, ça devrait marcher. Et voilà, ça marche. Voilà, tout marche bien comme il faut. Donc maintenant qu'on a fait ça, hein, on a fini notre exercice de Shenzhen-IO IRL. Quelle est la prochaine étape une fois qu'on a fini un montage dans Shenzhen-IO? C'est l'optimisation, chose qu'on a déjà commencé là. Mais là, on a optimisé un peu le matos. Là, on va optimiser le logiciel. Bon, alors, maintenant qu'on est arrivé là, hein, qu'on est revenu sur le papier pour discuter optimisation. Si on se souvient ici de ce que j'avais dit, ça peut être codé sur 10 bits. Hein. Et nous, la première façon qu'on a vue pour stocker tout ça, c'était dans des cases d'un tableau. Sauf que, imaginons, on a un microcontrôleur qui a pas de mémoire où on a vraiment besoin d'optimiser la mémoire. Une manière de stocker ça de manière optimisée, comme on peut le voir, c'est qu'un entier dans l'Arduino est stocké sur 16 bits. Et du coup, on n'a plus qu'à transformer notre séquence comme ça en un nombre entier et on le stocke là-dedans. Et après, on n'a plus qu'à lire bit à bit la valeur qu'il y a dans la variable. Sauf que dans la documentation, enfin quand on cherche un peu, en Arduino, les nombres sont stockés de cette manière-là. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Ok ? Et pourquoi c'est un problème? Parce que nous, depuis le début, on n'arrête pas de le lire dans ce sens-là, notre nombre.
Alors que maintenant, l'Arduino, lui, va le lire dans ce sens-là. Et ça a son importance. Pourquoi? Parce que une technique pour lire ce nombre-là en nombre binaire, c'est de passer par une des fonctions en assembleur, sauf que qui a une fonction spécifique pour faire ce qu'on veut faire. Hein. C'est la première chose que j'ai regardé, c'était dans les instructions de la documentation, mais l'assembleur c'est pas pour tout de suite. Hein. On verra ça dans la prochaine étape, hein, pour aller encore plus loin dans l'optimisation. Vous allez voir, on peut aller encore plus loin que ce qu'on va faire. Déjà que ce qu'on va faire là, ça va vous cramer le cerveau. C'est pas simple pour moi à expliquer. Hein. Donc, notre nombre qui est là, il faut savoir que l'Arduino va le lire dans ce sens-là. D'accord? Donc, si on stocke 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1 et 0. Hein, et puis là, donc on en a 10, et donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a notre nombre 16 bits en entier là. Et ben ça a une valeur binaire, ça a une valeur décimale particulière. Ça, si je dis pas de bêtises, alors bah on peut faire le calcul comme ça. Hein. Donc ça fait 2, plus 8, ça fait 10, plus 32, ça fait 42, plus 128, ça fait 42, ça fait 160, 160, non j'ai l'impression de me planter, 170, 170 et 512, ça nous fait 682. Voilà. Mais si on le stockait dans ce sens-là, enfin si on le faisait comme on le lit, hein, donc c'est-à-dire qu'on met d'abord le 1, puis le 0, puis le 1, puis le 0, puis le 1, puis le 0, voilà, si on le lisait dans ce sens-là, comme nous on le faisait depuis le début, et ben ça nous fait, alors, ça fait, donc là ça fait 1, 5, 21, 21, 85, 85, 85, ça fait 1, 85, ça fait 9, ça fait 4, ça fait 341. Ça fait pas du tout pareil, hein, en décimale. Pareil, on va faire la même chose avec ce nombre-là. Hein. Donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ça, bah, ça fait 16 plus 32, 48, plus 64, 48, ça fait 112. C'est ça. 112. 112 plus 128. 112 plus 128. Ça fait... Alors, 0... 4, ça fait 240 pour le moment. 240... Ça fait 496. 496, donc ici ça fait 496. Ça fait 8. 496, 0. Ça fait 1008. Ok? Et si on fait dans l'autre sens, ça fait plus du tout pareil. 2, 3, 4, hop. Ça fait 1, 3, 7, 7, 15, 31, 63. Si on le lisait dans l'autre sens. Ça n'a pas du tout la même valeur. Hein. Et donc si on fait l'autre, donc 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est facile, ça fait 6. Mais si on faisait dans l'autre sens, bah, ça n'a plus du tout la même valeur. Hein. C'est 384. Et du coup, ça génère pas du tout les mêmes signaux.
Donc il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que on veut lire notre nombre bit à bit pour générer exactement le bon signal. Donc, vu que notre nombre, on va prendre celui-là parce que ça va être un bon exemple. 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Si on prend ce nombre-là, nous, on veut d'abord le 1 en premier. D'accord? Et c'est stocké dans ce sens-là. Et ça se lit de droite à gauche. Ah bah, si on le lit de bit à bit, ça va faire 0, ensuite à nouveau 0, ensuite à nouveau 0, à nouveau 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et puis après on recommence 0, 0, 0. Et donc ça, c'est pas le comportement qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça commence par le 1. Bon, et comme on veut le stocker, et comme c'est de toute façon, ça sera stocké dans ce sens-là, hein, pour qu'on garde un peu la représentation Shenzhen-IO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le nombre vers la droite. Vous allez voir, ça va poser d'autres soucis. Donc, si on le décale comme ça, de 9 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, tout ça, ça devient des zéros. Et après, ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et donc, tout ce qui va rester dans l'espace mémoire, c'est cette partie-là. Ok? Bah, c'est cool, on n'a plus que 1, et vu que c'est en lecture dans ce sens-là dans l'Arduino, et bah, le 1 ici, c'est cool. On va pouvoir injecter ça directement dans la patte de l'Arduino pour mettre un 1 à la patte à 1. Maintenant, si on décale, on veut le prochain nombre, donc on va décaler seulement de 8. Donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recopie le reste du nombre. 1, 1. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4. Et donc là, on voit qu'il y a un problème. Parce que si vous vous souvenez, une patte ne comprend pas la valeur 3 en décimale, mais elle ne comprend encore moins la valeur 11 en binaire. Ça, elle sait pas faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver une solution pour ne garder que cette partie-là du nombre. Hein, du nombre binaire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est cette partie-là. Et ben, c'est là que l'algèbre de Boole et les portes logiques nous aident. Parce que comment on fait pour transformer un 1 en 0? Et ben, on lui fait un et logique avec un 0. Et puis, bah, du coup, ça marche. Mais comme on peut pas faire ça directement, hein, dire bah, je veux que à ce bit là tu mettes 0, on peut pas le faire de manière simple. Et comme on veut toujours garder cette valeur là, il faut qu'on mette un 1 ici. Même si c'est un 0 ici, on veut lire cette valeur là. Et il faut que toutes les autres on les ignore pour ne conserver que cette partie là. Bah du coup, on applique ce qu'on appelle un masque binaire. Alors, j'espère que j'ai expliqué ça de manière relativement simple. C'est la 4 ou 5e fois que j'essaye d'expliquer ça. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé d'expliquer. Ok? Parce que plus on va décaler vers la gauche, enfin, moins on va décaler vers la droite, plus on va avoir de saloperies ici qui nous intéressent pas. Et donc, si on applique ça, on voit très bien que, en fait, tout ce qui va être en dehors de notre plage de lecture va être mis à 0 à cause du et du nombre binaire qu'on a ici. Donc j'espère que ça a été assez clair. Si c'est pas clair, bah tant pis parce que je vois pas comment expliquer mieux. Donc maintenant il va falloir qu'on code ça. Donc on va déjà écrire les étapes de ce que doit faire notre code. Hein. Donc il faut écrire notre nombre binaire dans un entier. Alors un entier avec signal en nombre binaire. Ok,
Bon, ça c'est facile. Je vous montrerai après dans comment on le code, hein, ce truc-là. Ensuite, il faut décaler vers la droite le nombre binaire. Ce qu'on appelle un right shift. Et il faut qu'on le décale de 9 et que ça évolue. Donc on va récupérer notre itérateur précédent. Et il faut appliquer un masque. Appliquer le masque binaire. Et comment ça se dessine déjà ce truc là? Voilà, comme ça. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Mais ça, par sécurité, hein, parce que sur 10 bits, c'est rigolo, mais ça marche pas terrible. Enfin, on veut être sûr que ça marche, du coup, il va falloir faire les 16 bits, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Donc il va falloir appliquer ce masque-là sur le nombre binaire. Eux, c'est pareil, on va les convertir en nombre binaire à 16 bits. Mais ça, c'est facile. Hein. On écrit nos 10 chiffres, enfin notre nombre binaire à 10 bits. Et puis après, on complète avec des zéros avant. Hein. Les zéros, on va les mettre de ce côté-là. Donc par exemple, pour le signal là, qu'on a travaillé un peu dessus, ça ferait 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et là, on aurait toujours 1008 ici. Alors, une autre manière de faire pour pas se casser les couilles, hein, c'est de mettre directement 1008. 1 égale 1008. Et là, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est stocké en mémoire en binaire. Donc on met ça à l'intérieur, 1008, et puis basta, on n'a plus rien à faire. Voilà. Et ça, va falloir le faire sur nos 3 signaux. Voilà. Donc là, j'espère que j'ai été assez clair. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va coder, donc on va modifier nos 3 variables ici pour les transformer non plus en tableau, mais en variables simples entières. Ensuite, ces variables-là, on va leur donner les valeurs décimales qu'on a écrites ici. Et ensuite, dans notre boucle, on va la modifier pour que on décale vers la droite le nombre binaire en fonction de l'itérateur. Hein, par exemple, la première boucle, on décale à 9. La deuxième boucle, on décale à 8. La troisième boucle, on décale à 7. Et après chaque décalage, il faut appliquer le masque binaire. Ok? Et ça, c'est des opérations qui sont beaucoup plus rapides à faire pour le microcontrôleur que d'aller fouiller en mémoire dans un tableau, d'aller à la valeur d'aller à l'adresse de la variable du tableau là où est stockée notre valeur, de lire la valeur, de la passer ensuite à la broche et d'allumer la broche. Là, ce qu'on va faire, c'est hop, tu vas à l'adresse mémoire, tu prends le nombre, t'en dégages une partie, t'appliques ce machin là, et paf, tu balances ça directement sur la patte. On a gagné des étapes logicielles, et donc on va aller plus vite, en théorie, avec un code qui prend beaucoup moins d'espace mémoire. Si on fait le calcul de tout ça, donc on a besoin d'un itérateur, des 3 variables ici, donc ça nous fait 3 entiers, 4 entiers, 4 entiers, plus peut-être plus ce qu'il faut pour l'initialisation, donc on va stocker, allez,
l'équivalent de... Donc on avait 20 octets, ça nous fait 4, 4 x 2, ça fait 8 octets. Rien que pour les... Donc rien que pour stocker nos signaux et l'itérateur, nous avons juste besoin de 8 octets. C'est presque 3 fois moins que rien que le tableau ici. Et là, on a toutes les données pour que notre programme fonctionne. Il va y avoir sûrement quelques octets qui vont... On devrait monter à 12 octets à peu près, pour la taille du programme. Ça, c'est ce que je prédis. 12 octets. On verra si je me trompe. Et puis, on va avoir moins d'instructions. Et après, le truc, c'est qu'on va faire plus ou moins la même chose, mais en assembleur. Pour aller encore plus vite. Parce que le truc, c'est que là, on est obligé d'écrire notre propre fonction pour lire bit à bit le machin. Mais en assembleur, on a un truc qui est génial. Parce que là, chaque opération de lecture, ça va prendre un certain nombre de cycles d'horloge. Mais en assembleur, il y a une fonction qui est dédiée à ce qu'on est en train de faire là. Donc c'est-à-dire que on va prendre nos 3 variables, on va toujours garder des entiers, donc on aura toujours 8 octets de données. Hein. En assembleur, on a une fonction où on lui dit bah tu vas dans ce... Tu vas voir à cet emplacement mémoire particulier, et tu prends le bit à telle position dans l'espace mémoire, tu le lis, et tu le mets dans un autre registre mémoire. Et ça se fait, c'est une instruction qui se fait en un cycle d'horloge. On a une deuxième instruction qui permet de dire, tu prends la valeur que tu as stockée dans le registre de la fonction précédente, et tu le mets dans un autre registre, qui va prendre un seul cycle d'horloge aussi. Et du coup, en 2 cycles d'horloge, on envoie directement ce bit là en mémoire là directement sur la patte de l'Arduino, directement en 2 cycles d'horloge. Le problème, c'est qu'il faut que j'apprenne à initialiser l'Arduino en assembleur. Il va falloir que je passe sous Windows pour bénéficier de ces capacités là, parce que a priori l'éditeur de code de l'Arduino est incapable de faire de l'assembleur, d'après ce que j'ai lu. Ou alors il le fait d'une manière qui n'est pas simple du tout. Ben là, ça fait déjà une vidéo bien complexe avec plein de trucs dedans, hein, et puis en plus de l'expérimentation. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, dans laquelle on va coder et vérifier que ça fonctionne. Vous allez voir, la prochaine vidéo va être très rapide, et puis on va passer à la prochaine étape d'optimisation si tout va bien. Et vu que j'arrête pas de dire et de faire des conneries à chaque vidéo, c'est pas gagné, hein.